perdre du temps, je ne vais pas blablater. Je vais demander à Madame Isabelle Thomas de me rejoindre au pupitre. Isabelle Thomas est une députée européenne particulièrement impliquée dans la préservation des océans et dans la gestion des risques liés au transport maritime. Elle a également été vice-présidente de la région Bretagne à la mer et à la protection du littoral. Et aujourd'hui, elle va nous parler de comment préserver, comment mieux anticiper les risques liés au transport maritime. Oui, merci, et merci d'abord pour cette initiative sur la sécurité maritime, car je pense depuis très longtemps que la sécurité maritime occupera beaucoup de juristes, beaucoup de citoyens et beaucoup de législateurs dans les années à venir. Tout simplement parce qu'après avoir usé et abusé de l'espace terrestre de la planète Terre, il y a fort à parier que dans les années à venir, d'ailleurs il n'y a pas fort à parier, les choses ont déjà commencé, je vais en dire quelques mots après Charlotte qui l'a déjà évoqué. L'occupation de l'espace maritime est déjà à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'au-delà du transport maritime, on voit bien qu'il y a en mer d'abord une chose dont on ne parle jamais, mais pourtant qui est évidente, de l'eau, et de l'eau sur Terre, on en manquera. Il y a de l'espace, il y a un potentiel énergétique, il y a du minerai, il y a de la ressource alimentaire, végétale et animale, protéinée. Et donc, en fait, il y a tout pour faire une nouvelle planète. Et ceci a déjà commencé. Je ne porte évidemment à ce stade pas de jugement de valeur. Ce ne sont que des constats. Ceci, comme je le disais, a déjà commencé avec d'ailleurs parfois des exemples un peu étranges. Charlotte parlait de cités touristiques, quasiment en mer. J'y reviendrai, mais il y a aussi désormais un projet sur le papier, et même en réalité en petite échelle, des cités de travail, pour des raisons de défiscalisation, comme au large de la Californie. Donc, l'imagination humaine, de ce point de vue, est très extensible. Et donc, on peut d'ores et déjà penser que les océans seront les prochains Eldorado. En fait, l'homme a fait une erreur, il est allé sur la Lune avant d'aller sur les océans. Et donc, forcément, à partir de là, la question de la prévention, la question de l'anticipation des risques est tout à fait mieux vaut, pour le coup, se la poser aujourd'hui, puisque nous avons justement l'expérience terrestre qui est fort négative, on va dire, du point de vue de l'usure des ressources et des espaces. Et donc, il y a nécessité d'anticiper. Donc, je ne reviendrai pas sur je vais me concentrer sur ce qu'on connaît, ce qui est déjà en œuvre, c'est-à-dire les questions de transport. Et sur les transports, bon, on sait là aussi, 90% environ des transports de marchandises passent par les océans, ce qui ne signifie pas qu'ensuite ils ne passent pas à terre, mais ils passent par les océans. Et on a un marché mondialisé complètement qui risque d'accélérer encore le processus, d'où, avec en plus une économie de marché qui ont deux conséquences. La première, c'est que on recherche le profit et donc ça pousse les affréteurs et les armateurs à diminuer les coûts de transport, soit par des engins, enfin des navires, je dis des engins parce que j'ai du mal à les appeler des navires parfois vu la forme que ça a, mais en tout cas des bâtiments qui sont effectivement de plus en plus gigantesques. Et puis ça pousse aussi à prendre des risques pour la rapidité du transport de marchandises. Et puis ça pousse aussi, toujours dans le même aspect négatif, à utiliser, pas forcément, enfin utiliser, à mettre entre des mains peu formées parfois, peu nombreuses, les bâtiments en question. Donc on a une espèce de course au profit qui fait que, effectivement, les risques augmentent et ça fait partie des nécessaires préventions. La question du gigantisme qui vient d'être évoquée est une question évidemment cruciale.
D'abord parce que il y a des niveaux où... D'abord parce que si jamais 16 000, ou j'ai même entendu, je ne sais plus le dernier chiffre, 18 000, je ne l'avais pas celui-là, containers se retrouvent dans la mer, ou j'allais dire pire encore, et je le pense, sur le littoral. Je dis pire encore parce que on sait que les zones maritimes littorales sont des zones beaucoup plus fragiles d'une part, mais surtout où il se passe beaucoup plus de choses en termes de reproduction des espèces végétales et animales, donc, et où la biodiversité est encore plus intense que dans d'autres parties des océans. Donc la fragilité en est d'autant plus importante. Donc bref, tout ça pour dire que les conséquences de tels naufrages sont évidemment à l'échelle du gigantisme. Et pour avoir été, j'étais encore vice-présidente de la région Bretagne, je dis ça avec une petite larme à l'œil en passant aux questions maritimes, quand j'ai accompagné le président Le Drian à Gilliot, où j'ai pu voir de mes yeux le Costa Concordia échouer. Et effectivement, on avait l'impression d'une petite cité, d'une petite île, à proximité de l'autre île. Et le gigantisme est là tout à fait... alors, il y a eu les morts, bien sûr, mais il y a aussi, nous racontaient les élus de Giglio, ils ramassent encore des sièges, enfin des équipements qui continuaient malgré les efforts qui ont été faits, qui continuaient à, comme une ville qui après des centaines d'années, a encore des vestiges au fond de la mer. Donc la question évidemment du gigantisme, elle est à mon avis à anticiper. Je veux dire par là qu'il y a besoin de légiférer. Et si l'on veut très concrètement parler de la prévention, elle ne passe à mon avis que par la législation. Alors c'est vrai que j'anticipe un peu sur la table ronde suivante, vous m'en excuserez, mais quand même, on l'a bien vu. Alors sur la nécessité de normes, là je parle pour le gigantisme, aussi bien sur le transport de passagers que sur le transport de marchandises. Mais on l'a bien vu aussi quand on a vu que la sanction était aussi une forme de réglementation dissuasive. Et en tout cas, très clairement, c'est la raison pour laquelle le Conseil régional de Bretagne à l'époque, avec d'autres collectivités, avait voulu porter la question du préjudice écologique sur l'affaire de l'Erika, non pas pour, contrairement d'ailleurs à ce qu'ont pensé les dirigeants de Total, ils ont cru que c'était une affaire pour gagner de l'argent. Ils ont fait complètement erreur. C'était pas du tout fait pour gagner de l'argent. C'était fait pour, de toute façon, d'ailleurs, on ne retrouvera jamais ni les écosystèmes exactement, même si ça a été plus vite que prévu, ni, je pense par exemple, au déficit touristique que ça a engendré pour certaines régions. Mais l'objectif, c'était que cette jurisprudence de la condamnation sur l'affaire de l'Erika aboutisse à des coûts pour les affréteurs, pour les armateurs, qui deviennent des coûts dissuasifs pour leur prochain transport. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, malgré le fait qu'il y a eu cet accord, cette négociation entre on vous donne de l'argent, on vous donne les indemnités que la Cour d'appel vous a attribuées, mais en contrepartie, vous n'allez pas en cassation. C'était ça la première contrepartie proposée par les agents de Total et les différents maillons de la chaîne. Eh bien, cette négociation a été rejetée en disant non, il n'est pas question de ne pas aller en cassation parce que nous savions que seule la cassation, l'arrêt de la Cour de cassation, faisant jurisprudence, pourrait avoir valeur de loi et pourrait avoir valeur dissuasive vis-à-vis pas seulement
des sociétés concernées par Erika, mais pour tous les affréteurs et tous les armateurs dans l'avenir. Donc cette question de la dissuasion est évidemment très importante, et l'objectif étant que les coûts risqués par les entreprises soient de loin supérieurs aux coûts, évidemment, que la balance entre les coûts soit défavorable, et que, y compris les assurances, on parlait des assurances tout à l'heure, les assurances disent « Ah ben oui, mais compte tenu de la jurisprudence Erika, on va vous imposer des coûts des assurances très élevés », et donc là encore, dissuasion par rapport à l'utilisation de bâtiments ou de pavillons, ou bon, je passe sur les détails dont on sait que les risques sont plus importants. Ensuite, la question de la gouvernance, et pas seulement sur le littoral. Moi, je vais un peu parler du TK Bremen, parce que malheureusement, nos côtes ont connu beaucoup de ces naufrages. Il faut dire que le golfe de Gascogne, la Bretagne et la Manche via la mer du Nord sont quand même des zones de passage particulièrement intenses. Et donc, nous avons eu beaucoup de naufrages et des conséquences importantes pour nos côtes. Et malheureusement, comme je le disais, les prévisions sur ce que seront les océans laissent à penser que les choses ne font que commencer. Et donc, la question de la gouvernance est aussi posée. Quand je dis la gouvernance, j'en reparlerai peut-être cet après-midi sous une autre forme, mais je crois que le mythe du capitaine seul maître à bord est désormais, d'abord fait partie, à mon avis, de l'histoire avec un grand H. On l'a vu, là aussi, on peut citer la question de l'Erika, enfin l'histoire de l'Erika. On sait très bien qu'à partir du moment où les risques de naufrage ont été évoqués, tout de suite, il a été mis en place au siège de Total une cellule d'urgence avec un capitaine, avec toute une série d'experts, probablement assureurs, probablement, enfin je n'ai pas la liste des présents dans cette cellule d'urgence qui s'est tenue pendant plusieurs jours, et qui disait au capitaine ce qu'il devait faire. En d'autres termes, le capitaine qui était présent sur le navire n'était pas le donneur d'ordre. Ça aussi, ça a été démontré. Donc le capitaine seul maître à bord fait partie désormais des mythes et légendes. Et si ça a été le cas par le passé, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la question de savoir comment est exercée cette décision, cette prise de décision, ces ordres, comment sont-ils pris, nous intéresse en tant que citoyens, potentielles victimes des naufrages et des catastrophes naturelles ou humaines, dont on oublie trop souvent. Et là, c'est le cas aussi sur le Costa Concordia. Comment la décision a été prise, et peut-être que si il y avait eu plusieurs personnes à la prendre, on n'aurait pas eu la prise de risque, finalement, qui a été celle qui a abouti au naufrage et au décès de centaines de personnes. Donc, pour la question de cette décision est posée. Pour le TK Bremen, très clairement, la sortie du navire du port, alors que la vie de tempête est connue, pose la question de savoir si les autorités portuaires, notamment la capitainerie, n'auraient pas pu jouer un rôle. Pour cela, il faudrait qu'elle en ait la capacité légale, mais elle aurait pu, si elle l'avait eu, jouer un rôle d'interdiction, et qu'on ne nous ressorte pas, comme je le disais, capitaine décide seul, etc., dont on sait très bien que ce n'est pas vrai et que ce n'est que légende. Donc cette question-là est posée, d'autant plus que sur d'autres, chacun le sait, que ce soit tout autre moyen de transport, notamment les moyens de transport à risque, mais même dans une gare, un train ne part pas tant que on ne lui a pas donné l'autorisation de. Dans un aéroport, là c'est la tour de contrôle et les aiguilleurs qui décident. Donc il n'y a pas de raison que pour les navires, les choses en soient différemment. Et par conséquent, ça fait partie des potentiels, en tout cas instruments de prévention
et de limitation des risques. Donc, bon, je vais pas, je crois que mon temps, si je vois l'animatrice dans mon dos, c'est que mon temps est passé. Je suppose, c'est bien ça. Je voulais aussi parler de la question de la formation et des questions sociales, dont on sait qu'elles ont une importance toute, je disais tout à l'heure, la réduction des effectifs, la question de la formation, évidemment, sont des questions qui, même si a été votée il y a un mois par le Parlement européen les nouvelles normes FTCW, on sait bien qu'on est loin encore des niveaux qu'il faudrait atteindre. Donc pour conclure, et puisque mon temps est passé, pour conclure, je voudrais dire que, a fortiori, parce que les enjeux de demain sont encore plus importants que ceux qu'ils ne sont aujourd'hui, a fortiori, l'exigence de prévention, l'exigence de prise de conscience, mais aussi l'exigence de législation est tout à fait fondamentale. Sur tous ces points-là, qu'il s'agisse donc de la sanction comme dissuasion, qu'il s'agisse de la réglementation contre le gigantisme, qu'il s'agisse de repenser la gouvernance et de la prise de décision et le donneur d'ordre, comme je viens de le parler, et la question de la formation. Tout cela, et je l'ai défendu quand j'étais conseillère régionale de Bretagne, et je continue de le défendre en tant que députée européenne, tout cela nécessite absolument ce que nous avons appelé le paquet Erika 4, c'est-à-dire toute une série de volets de réglementation supplémentaires préventifs, qu'il s'appelle Erika 4 ou qu'il ne s'appelle plus Erika 4, à la limite, peu importe. La question, c'est avoir conscience des enjeux et des responsabilités qui sont les nôtres et légiférer au niveau européen, je l'espère au moins, pour donner exemple au niveau mondial. Je vous remercie. Merci Madame Thomas. C'est vrai que nous espérons une législation qui vienne anticiper les risques et qu'on ne réagisse pas post-catastrophe comme il a été de coutume jusqu'à présent. Notre prochain intervenant, je pense que pour